Parfois, il se produit un événement dont tout le monde parle, discute, débat, puis oublie en un temps record, et parfois personne n'y prête vraiment attention. Eh bien, des spécialistes ont crié un peu, ont discuté, et apparemment, cela ne devrait inquiéter personne. Mais notre vision de la vie change, ou parfois c'est toute notre vie qui change, et une époque se mesure alors en avant et après cet événement. Oui, l'un de ces événements s'est produit récemment, et nous commençons à ressentir, comme on dit, le reflet de la Terre à travers la sensation d'un nouveau changement du monde. Nous avons vu des changements dans la compréhension du monde. Alors, Égypte 2025 Gizeh, pas Gaza, les pyramides. Mais attendez, il va se passer quelque chose de très grand et, de mon point de vue, incroyablement important. Les pyramides de Gizeh ont toujours suscité l'émerveillement. Il y a 3 pyramides là-bas, et maintenant quelque chose a été découvert qui a tout simplement choqué les chercheurs, vraiment choqué. Au cours des 15 prochaines minutes, vous allez apprendre beaucoup de choses tout à fait extraordinaires qui pourraient complètement changer notre compréhension de l'histoire, peut-être vieille de plusieurs millénaires, dans une direction totalement différente. Mais d'abord, ce que nous savions et ce qui nous étonnait auparavant, puis la découverte du millénaire. La grande pyramide de Khéops est composée de 2,5 millions de blocs, qu'il a fallu extraire quelque part dans une carrière, transporter, amener jusqu'au chantier et placer sur les blocs déjà installés. Et le poids des blocs, donc, qu'il fallait traîner et soulever jusqu'à une hauteur absolument énorme. Eh bien, il pesait jusqu'à 15 tonnes qu'il les transportait. Comment les soulevait-on ? Pourquoi, à l'âge du bronze, était-il plus facile pour les bâtisseurs de transporter des blocs de 15 tonnes que, disons, de petites pierres, de les empiler et de les enduire de quelque chose ? Est-ce qu'ils avaient des hélicoptères, des grues, des camions-bennes, ou bien avaient-ils autre chose, ou peut-être que les gens étaient d'une force ou d'une taille différente ? De plus, la base de ces 2,5 millions de blocs est nivelée avec une précision de quelques millimètres, et la plateforme n'est pas très grande, sur laquelle repose la base de la pyramide. C'est 52 000 mètres carrés. Pour que ce soit clair, cela représente 8 terrains de football. Le sphinx qui se trouve juste à côté de la pyramide de Képhren, qu'ils appellent la pyramide de Képhren, a souffert des effets de la nature, mais bien qu'il soit au milieu du désert, il porte des traces d'érosion causées par l'eau. Si c'est vrai, cela signifie qu'il a été créé bien avant le grand déluge et qu'il est resté longtemps sous l'eau. Les égyptologues affirment qu'il a été créé vers 2500, avant notre ère, c'est-à-dire il y a environ 4500 ans. Ils n'ont pas de date précise, ils déchiffrent simplement divers dessins, lettres, hiéroglyphes et autres choses, puis expliquent ce que cela signifie. Nous comprenons donc que cela a été fait à cette époque-là, mais de mon point de vue, ces dessins auraient pu être ajoutés 2500 ans, après qu'ils l'ont construit. D'accord, certains les contestent. Il est taillé dans un seul bloc de 20 mètres de haut, donc la longueur est de 73 mètres. Rien de tel n'a été préservé nulle part ailleurs dans le monde. Vraiment nulle part, et nous-mêmes, nous ne produisons pas de telles choses. Mais alors, d'où vient l'action de l'eau ? De l'eau, pas du soleil, ni du sable, mais de l'eau. Peut-être a-t-il été créé il y a 100 000 ans, 1000 ans avant la création du sphinx. Eh bien, si l'on croit à cette version, alors elle a commencé à se développer. La première culture de notre civilisation s'appelle la civilisation sumérienne, avec les premières villes, chacune d'entre elles. Autour du temple de l'un des dieux du Panthéon, le dieu suprême An-Anu, comme on l'appelle parfois, et sa femme, la déesse de l'amour, de la guerre et du pouvoir Eanna ou Inanna, selon une autre prononciation. Plus tard, en Égypte, elle fut appelée Ishtar. Ils étaient donc les protecteurs de la ville, appelée Uruk. Les Sumériens appelaient Nédon An lui-même et sa famille.
Donc elle, quand on parle du suprême ou du supérieur, ou bien quand ils étaient de nombreux, toute la famille Elohim, c'est-à-dire il y avait beaucoup de supérieurs, les supérieurs. Ce elle s'est ensuite transformé en un dieu, pour ainsi dire, et il apparaît déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, comme, pour ainsi dire, El Elohim. En ayant à l'esprit maintenant, comme nous le comprenons, non pas ce même N, mais pour ainsi dire, quelqu'un d'autre, donc ce même N, et son épouse Inanna. Ils ne vivaient pas sur Terre, mais sur une autre planète. Nibiru qui tournait autour du Soleil sur une soi-disant orbite elliptique cométaire, non pas planétaire, mais cométaire. Très loin, puis près du Soleil, encore très loin, puis de nouveau près du Soleil, et ainsi de suite. Elle tournait sur une telle ellipse, ainsi elle tournait. Oui, tous les 3000 ans, elle revient vers la Terre, et puis, donc, elle repart pour 3000 ans là-bas, c'est-à-dire 1500 ans. Elle vole, puis là-bas, elle fait demi-tour, et elle commence à être attirée en arrière. Et les deux fils de ce même N, un fils légitime, donc d'Inanna, il s'appelait Enlil. Et un fils, si je me souviens bien de la légende d'une concubine, il s'appelait Enki. Ils ont été envoyés sur la terre qu'ils appelaient Eridu, ce qui signifie, en traduction des langues sémitiques comme le sumérien et autres, maison lointaine. Une maison loin de la maison, c'est-à-dire qu'ils appelaient la terre une maison loin de la maison. Neslava, les premiers humains sur Terre, c'est-à-dire ceux qui y ont créé la première, je ne sais pas, société, vivaient une vie organisée. Ils avaient des animaux qu'ils utilisaient là-bas pour la viande, le lait et ainsi de suite, pour la laine. Mais avant le déluge, il y avait sur Terre les Shumers, qui avaient appris à construire, à jouer des instruments de musique, à calculer des formules mathématiques complexes et même donc à modifier la génétique des plantes et des animaux. Il y a eu une période où, donc, de la civilisation sumérienne, enfin de la Mésopotamie, appelons-la ainsi, sont sorties plusieurs céréales qui, clairement, comme le blé par exemple, ce n'est pas du blé sauvage, il a été domestiqué par quelqu'un, donc modifié, la génétique a été changée, c'est vraiment incroyable. Bien sûr, d'où, comme on dit, les Shumers tenaient-ils tout cela, d'où ont-ils appris, qui les a enseignés? Eh bien, il est évident que quelqu'un les a enseignés. Et ils appellent cela tout le temps Dieu, c'est-à-dire, disons, elle, et ces gens, ils disent que ce sont des messagers et des anges. Là-bas, on dit ange en russe, anglais, hébreu, mais ce ne sont pas vraiment des anges, juste ceux que Dieu a envoyés pour nous transmettre un message. Il y avait donc ces fameux Sumériens, qui parlaient une langue ressemblant à l'hébreu et à l'araméen. Apparemment, c'est une variante de l'hébreu, ou alors, au contraire, l'hébreu est une variante de l'araméen. Je ne suis pas vraiment un spécialiste dans ce domaine, mais ce sont en quelque sorte des langues naturelles. En fait, les 3 premières pyramides, celle de Gizeh, oui, qui se trouvent à Gizeh, ainsi que le Sphinx lui-même. Les Sumériens, est-ce qu'ils les ont construites, ou bien est-ce que les Égyptiens les ont construites après les Sumériens, ou même quelqu'un les a construites avant les Sumériens, mais selon la légende sumérienne, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient sous la direction de ceux qu'ils appelaient ainsi. Donc, les Anunnaki, c'est-à-dire l'équipe du vaisseau des extraterrestres sous le commandement des Élions supérieurs ou des suprêmes, là-bas peut-être, les Sumériens les appelaient tous par un mot assez intéressant. Néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont tombés d'en haut, Lipol signifie tomber, Néphilim les déchus, comme ceux qui sont tombés du ciel, ils sont tombés du ciel. Et maintenant, certains d'entre eux régnaient, certains aidaient, certains dirigeaient, mais la société humaine est apparue en tant que société et s'est formée, et ainsi de suite. Si on appelle ces gens-là, s'ils sont vraiment appelés les Anunnaki, c'est-à-dire comme des humains, alors c'est sous la direction de ces mêmes Anunnaki. Donc ce sont précisément ces pyramides et ce demi-lion demi-homme, c'est-à-dire un lion avec une tête humaine. D'ailleurs, il est possible que ce soit le symbole du Dieu suprême, de ce fameux Anu, et cela a provoqué un véritable émoi dans l'archéologie moderne. Et maintenant, nous sommes en réalité arrivés à l'essence même de notre conversation, de notre récit.
Vous voyez un monument culturel gigantesque d'importance mondiale, qui restera figé dans le temps et émerveillera les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Des millénaires se sont écoulés. Les gens du 21e siècle, en regardant les pyramides, s'exclament « Waouh, c'est incroyable que ce soit des humains qui aient construit ça !» Il y a des raisons de croire que ces structures ont été érigées à l'aide d'une technologie fantastique. Vu de l'extérieur, on croirait que les pyramides sont juste de gros triangles de pierre, faits de blocs empilés, rien de plus. En réalité, sa construction semble trop parfaite pour être vraie. Les pyramides comptent plus de 2 millions de blocs de pierre. Ils sont disposés si étroitement les uns contre les autres et de manière si parfaitement alignée qu'il est impossible d'y glisser même une fine feuille de papier. Pendant des milliers d'années, nous ne savions pas qui, pourquoi et comment a construit ce que nous voyons. Mais il s'est avéré qu'il y a encore une partie que nous ne voyons pas, et celle-ci est tout à fait déconcertante. En effectuant un scan par le dessus, en utilisant les toutes dernières technologies d'imagerie, les scientifiques ont découvert que sous les pyramides de Gizeh, il y a quelque chose qui les a stupéfaits. 8 énormes puits en spirale descendant à 648 mètres sous la pyramide de Khéphren. Des salles souterraines plus vastes que des immeubles de 25 étages, des tunnels anciens rendant le métro moderne primitif, la pyramide admirée depuis des millénaires n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que nous allons découvrir va bouleverser 400 à 500 ans d'histoire et toutes les idées reçues de l'archéologie. Moi, Caroline, je vous souhaite la bienvenue dans le monde de l'entremonde. Un tunnel, des piliers, comme des puits d'ascenseurs, d'immenses salles souterraines, toute une ville. D'origine et d'usage inconnu, tout cela ça a été observé ici. Donc, ce qu'on appelle la tomographie, oui, enfin, je ne sais pas comment l'appeler plus précisément, c'est-à-dire, il s'agit d'une sorte de radiographie depuis l'espace. Je m'excuse, au nom de Dieu, d'être une personne aussi ignorante. Oui, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent de bien le principe de fonctionnement d'un radar traditionnel qui émet des signaux puis mesure comment exactement ils sont réfléchis et reviennent en arrière. Il existe une version spécialisée de cette technologie, le radar à synthèse d'ouverture, qui remplit la même fonction mais utilise des ondes électromagnétiques d'un satellite spatial. Le radar à synthèse d'ouverture développé vers 1950 sert depuis à cartographier la surveillance militaire, la déforestation ou l'intégrité des ponts et barrages. Il a permis une avancée majeure en archéologie grâce à sa capacité à cartographier de grandes structures souterraines. Dans des régions comme les plaines Mayas du sud du Mexique et du nord du Guatemala, ainsi qu'Angkor Wat au Cambodge, où la végétation était si dense qu'on ne pouvait rien distinguer. Mais cette équipe a développé une technologie qui ne se contente pas de lire les ondes électromagnétiques réfléchies pour rechercher des structures physiques. Elle détecte de minuscules vibrations. Tout sur Terre vibre à un certain niveau, à cause du vent, des transports à proximité, des microséismes de fond constant de la Terre elle-même. La plupart de ces vibrations sont si faibles que nous ne les ressentons pas, mais elles existent. Le radar satellite peut détecter ces minuscules vibrations à la surface de la pyramide et, en analysant la façon dont ces vibrations se propagent à travers la structure, les chercheurs peuvent cartographier ce qui se trouve à l'intérieur et en dessous. Je m'excuse pour cette digression, mais sinon, il serait difficile de comprendre ce qui s'est passé. Près de la base de la pyramide de Khéphren, 5 structures identiques ont été découvertes, chacune comportant 5 niveaux horizontaux et des toits inclinés, toutes reliées par des chemins géométriques parfaitement droits. Ce ne sont pas des formations naturelles, mais des espaces conçus intentionnellement avec des dimensions et une disposition précise qui, selon moi, rappellent exactement la structure en Z de la pyramide de Khéops. Mais ce n'est que le tout début. Sous ces structures de surface, les scans révèlent 8 formations cylindriques qui semblent être des puits verticaux creux, chacun entouré de quelque chose en forme de spirale descendant dans la terre. Imaginez cela comme 8 énormes tire-bouchons s'enfonçant profondément dans le sol, disposés en 2 rangées parallèles allant du nord au sud, juste sous la base de la pyramide. Selon ces chercheurs, la profondeur de ces puits atteint 640 mètres. Pouvez-vous imaginer cela? L'Empire State Building mesure 443 mètres de haut, la Tour Eiffel seulement
330 mètres. Nous parlons de structures qui sont presque 2 fois plus hautes que la tour Eiffel, creusées directement dans le sol, construites il y a des milliers d'années. À cette profondeur extrême, les 8 puits semblent fusionner en 2 énormes structures cubiques, chacune d'environ 80 mètres. Alors, 3 pyramides et un sphinx se tiennent au-dessus de quelque chose, sans qu'on comprenne pourquoi. Mais 8 tunnels parallèles, semblables à des puits d'ascenseur, comme je l'ai déjà dit, et les tunnels se terminent par une pièce encore plus profondément cachée, une sorte d'énorme pièce, 2 pièces. Je m'excuse, oui, toutes 2 sont carrées, avec un côté de 80 mètres, c'est-à-dire la hauteur, comme un immeuble de 25 étages. Un gratte-ciel. Mais ce n'est pas tout. le balayage radar à synthèse d'ouverture a également révélé un vaste complexe souterrain qui, selon les estimations, pourrait s'étendre jusqu'à 2 km, soit 1,2 mille sous toute la zone du plateau de Gizeh. Et cette immense structure se trouve à 2 km sous les pyramides, 2 km sous la surface de la Terre. Si cela se confirme, ce serait un bouleversement total dans la compréhension des origines de notre civilisation. 1960. Cela signifierait que ce que nous voyons à la surface à Gizeh, aussi impressionnant que cela puisse être, cela pourrait littéralement n'être que la partie émergée de l'iceberg et l'entrée vers quelque chose de bien plus extraordinaire. La vraie question est, à quoi tout cela servait-il? Si ces structures existent, comme l'affirment les chercheurs, quelle était leur fonction? Le point de vue traditionnel est que les pyramides étaient essentiellement des tombeaux complexes, des monuments destinés à conserver les restes des pharaons et à les aider dans leur voyage vers l'au-delà. Mais si ces découvertes sont confirmées, alors une telle explication semble tout à fait insatisfaisante. Qui aurait construit un complexe souterrain à plus d'1,5 km de profondeur, et cela uniquement pour des sépultures? Les chercheurs eux-mêmes ont des théories assez controversées. En se basant sur leurs découvertes dans les 2 pyramides, ils supposent que les structures n'étaient pas du tout des tombeaux, mais des machines complexes qui utilisaient l'eau et les propriétés acoustiques à des fins encore inconnues. Donc, dans le souterrain, à 2 km sous le niveau de la mer, pas sous le niveau de la mer, à 2 km sous le désert, je ne sais pas si cela correspond au niveau de la mer ou non. Des usines étaient cachées, des usines... Quoi et pourquoi ont-elles été cachées? De qui les a-t-on cachées? Dans quel but les a-t-on cachées? 3000 ans. Pour les structures de Kefren, on a établi des parallèles avec des constructions modernes comme les zones actives des réacteurs nucléaires refroidis à l'eau et les plateformes pétrolières en mer. Leur support cylindrique s'enfonce profondément dans l'eau, ce qui aide à imaginer comment ces anciennes structures pouvaient fonctionner. Les passages en spirale autour des puits cylindriques pouvaient faire partie d'un système complexe destiné à contrôler ou à exploiter les ressources en eau souterraine. Le plateau de Gizeh, situé près du Nil, a connu des variations du niveau de la nappe phréatique au fil des millénaires. Ces puits profonds auraient-ils pu être conçus pour permettre l'accès aux eaux souterraines, peut-être à des fins rituelles ou pratiques? Des preuves montrent que l'eau jouait un rôle clé dans les constructions de l'Égypte ancienne. Des chercheurs ont trouvé des traces d'érosion dues à l'eau dans les couloirs et chambres de plusieurs pyramides. Le sphinx voisin présente des signes similaires d'érosion par l'eau qui ont intrigué les géologues pendant des décennies. Ce que je vous disais, le sphinx et certaines parties de la pyramide sont restés longtemps sous l'eau. Apparemment, ils existaient et avaient été construits avec la partie souterraine avant le déluge, pour une raison précise. Il est clair que cette partie n'a pas été créée après. Et ensuite, la planète Nibiru est passée près de la Terre. Eh bien, souvenez-vous, je vous en ai parlé, oui, disons de façon cométaire, elle passe très loin, puis elle s'approche et passe près de la Terre, sous la Terre, puis elle s'éloigne à nouveau très loin, et ensuite, de façon conditionnelle, elle repasse au-dessus de la Terre, et en réalité, elle tourne autour du Soleil. Eh bien, nous aussi, nous nous trouvons sur son chemin. Donc, elle est passée assez près, et, par son attraction, elle a provoqué un déluge, et il semble que tout ait été inondé. Les textes anciens détaillent l'usage de bateaux lors des processions funéraires vers les pyramides.
Et pourtant, aujourd'hui, ce complexe est situé à plusieurs kilomètres du Nil. Les preuves géologiques montrent que le lit du Nil a beaucoup changé au fil des millénaires, et il est possible que, jadis, il passait tout près de l'endroit où se dressent aujourd'hui les pyramides. Les anciens Égyptiens maîtrisaient l'ingénierie hydraulique. Ils créaient des systèmes d'irrigation, des horloges à eau et divers dispositifs hydrauliques. Il semble qu'ils aient appris cela de Yossif, fils de Yaakov, qui a proposé un nouveau système d'irrigation à l'Égypte. Selon la légende, le pharaon a fait un rêve. Donc le rêve des 7 vaches grasses symbolisait de grandes récoltes là-bas, pendant 7 ans. Puis il y a eu le rêve des 7 vaches maigres et des épis desséchés, symbole d'une terrible famine de 7 ans. Après cela, Yossif, apparemment, a inventé le stockage souterrain de l'eau et des greniers souterrains, où donc, pendant 7 ans, on stockait un 5e de la récolte, un 5e c'est Amishia. On sait déjà que ce mot existe, car tous les juifs et esclaves ne sont pas partis d'Égypte, seule la Amishia est partie. Sur les 20 juifs présents en Égypte à l'époque, seuls certains sont partis, les autres sont restés et se sont assimilés. Donc les anciens Égyptiens, du moins dans un certain sens, sont en quelque sorte le produit du sang. Disons égyptiens, je ne sais même pas quel sang ils ont, et sibiciens, juifs. Ainsi, c'est parce que Yossif a créé ses entrepôts et l'eau, et grâce à cela, les Égyptiens ont survécu. Et ils en avaient même assez pour vendre, commercer avec les peuples voisins qui n'avaient non pas ces réserves, sinon ils seraient morts de faim. Les pyramides de Gizeh ont presque certainement été construites des milliers d'années plus tôt que ce que dit l'égyptologie traditionnelle. Elles voudraient nous faire croire, soyons clairs, la datation des pyramides autour de 2500 avant notre ère n'a jamais été basée sur des preuves physiques directes. Elle a été établie principalement sur la base de suppositions culturelles et d'interprétations de textes hiéroglyphiques, dont beaucoup ont été traduits bien plus tard. Les structures racontent une toute autre histoire. Les traces d'altération sur le sphinx, qui se trouve juste à côté de la pyramide de Képhren, montrent des signes évidents d'érosion dus à l'eau qui n'auraient pu se produire que lorsque la région connaissait de fortes pluies. Selon les climatologues, ce type de précipitation atmosphérique est tombé pour la dernière fois sur le territoire de l'Égypte il y a environ 10 à 12 000 ans, ce qui repousse la date de construction du sphinx à plusieurs millénaires avant le début de l'époque de l'Égypte dynastique. Ces puits en spirale récemment découverts, qui descendent à 648 mètres sous Képhren, apportent un poids considérable à cette chronologie alternative. De telles structures, situées sous la nappe phréatique actuelle, n'ont pu être construites qu'à une époque où la mer était beaucoup plus basse. Ce sont précisément les conditions qui existaient pendant la dernière période glaciaire, qui s'est terminée il y a environ 11 700 ans. Le grand déluge n'est pas mentionné, mais il semble qu'il ait eu lieu quelque part entre 3800 et 3200 avant notre ère, c'est-à-dire il y a environ 5500 à 6000 ans, en comptant à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'inscrit dans ce concept ? Encore une autre coïncidence intéressante au niveau des dates. La destruction de l'Atlantide, selon la description détaillée de Platon, a eu lieu vers 9600 avant notre ère, précisément au moment où la période glaciaire touchait à sa fin et où des inondations catastrophiques redessinaient les littoraux partout dans le monde. La structure de Risha en Mauritanie, avec ses anneaux concentriques correspondant parfaitement à la description de Platon, est située à seulement 350 miles de la côte nord-africaine. Les ingénieurs de cette civilisation aujourd'hui disparue auraient-ils pu apporter leurs connaissances technologiques avancées dans la vallée du Nil? De plus en plus de preuves suggèrent que c'est bien eux, ou peut-être quelqu'un d'autre, qui l'ont fait. Ces structures souterraines sous Képhren pourraient-elles représenter la preuve la plus convaincante qu'une civilisation avancée s'est installée en Égypte des milliers d'années avant les premiers pharaons? Leur compréhension sophistiquée de l'hydraulique et de l'astronomie a été progressivement, petit à petit, héritée par les cultures égyptiennes ultérieures, qui ont construit leur propre structure sur ces anciennes fondations. L'archéologie officielle continue de résister à ces conclusions, mais à chaque nouvelle découverte, il devient de plus en plus difficile de défendre leur position si ces découvertes sont confirmées. L'ampleur colossale et la précision incroyable de ces structures souterraines nous obligent à reconsidérer sérieusement non seulement ce que leurs bâtisseurs savaient, mais aussi quand ils ont vécu et qui ils étaient réellement.
Ces affirmations ont naturellement suscité des débats très animés. De nombreux égyptologues doutent que la technologie radar à synthèse d'ouverture soit capable de détecter de manière fiable des structures à de telles profondeurs extrêmes, tandis que d'autres soulignent que ces découvertes contredisent des millénaires de traditions funéraires égyptiennes et de témoignages écrits. Le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte n'a pas encore fait de déclaration officielle, ce qui témoigne de leur prudence. Avant d'accepter de telles déclarations révolutionnaires, je suis certaine qu'il faudra fournir davantage de preuves avant qu'ils ne soient prêts à l'accepter, ce qui en soi est tout à fait logique. L'essentiel est qu'ils ne retardent pas la réalisation d'autres essais. Cependant, ce qui est intéressant dans l'utilisation de la méthode SAR-Doppler, c'est qu'elle est réalisée à partir d'un satellite en orbite par une entreprise privée, de manière absolument non invasive. C'est pourquoi le gouvernement égyptien ne peut l'accepter. Et je pense, et ce n'est pour l'instant qu'une supposition de ma part tant que nous n'en saurons pas plus, mais il me semble que les chercheurs de cette équipe présentent cette découverte directement au public, contournant complètement le processus habituel d'examen des trouvailles archéologiques. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai souvent dit que parmi les personnes les moins dotées de pensée critique et d'honnêteté intellectuelle, on trouve les scientifiques professionnels. Je ne veux pas évoquer ici les disciplines techniques, où la méthode scientifique vérifie clairement les choses, c'est oui ou non, vérifié ou non. Je parle plutôt des médecins, des historiens, des philosophes, des psychologues, c'est-à-dire en général ce sont des gens affreusement rigides et ils manquent totalement d'une honnêteté élémentaire. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, c'est juste mon expérience. Il y en a quelques centaines, et je dirais que 198 d'entre eux correspondaient à cette description. Pour eux, c'est important, surtout pour les médecins d'ailleurs. Ce n'est pas la recherche de la vérité qui compte, mais les avantages qu'ils en tirent. S'ils en profitent, c'est pour des raisons juridiques. Si j'ai oublié quelque chose, oui. Je n'ai même pas envie d'ouvrir la bouche à ce sujet. S'ils reçoivent ces avantages pour avoir caché la vérité, alors ils la cachent. C'était le cas avec Jordan Rouneau, dont la théorie menaçait de dévoiler leur ignorance. Et puis la célèbre découverte de Semmelweis à Vienne, selon laquelle la cause des décès dans les maternités étaient les micro-organismes que les médecins et les infirmières transmettaient d'un patient à l'autre. Alors tous les médecins se sont soudainement unis pour que personne ne découvre qu'ils étaient eux-mêmes les meurtriers. Les médecins, sachant déjà cela, refusaient de se laver les mains après avoir soigné des patients contagieux, puis accouchèrent des femmes. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, l'enfant et la mère mouraient. Eh bien, des créatures ignobles d'aujourd'hui, pour ainsi dire, et d'aujourd'hui pour de l'argent, pour la gloire, dans les honneurs, nous mentent. À propos des causes et des conséquences du réchauffement climatique global, ils en parlent maintenant, ou bien avant il y avait un refroidissement global, maintenant par précaution, ils disent changement climatique, parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qui va se passer avec cela. Appelons cela réchauffroidissement ou froid d'échauffement. Ils s'en fichent complètement, l'argent et les honneurs sur la table, et ils diront tout ce que vous voudrez, absolument tout ce que vous voudrez, et ils mentiront à n'importe qui, même à leur propre famille. Eh bien, j'ai vu ça aussi, mais ça ne s'est pas arrêté là. Non, ça ne s'est pas arrêté là maintenant. Donc, tous les jours. Maintenant, on découvre de nouvelles structures, de nouveaux embranchements. Dans les pyramides de Gizeh, ce matin, une nouvelle découverte importante a été faite à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Pour la première fois, grâce au grand chevron au-dessus de l'entrée principale, il a été possible d'observer l'intérieur, d'analyser précisément et de décrire le couloir nord. Pendant plus de 4500 ans, on pensait que la Grande Pyramide avait livré tous ses secrets, mais c'était faux. Un scan défaillant a révélé un puits caché qui n'aurait jamais dû être découvert. Et ce qu'il contient a paniqué archéologues, physiciens et certains militaires initiés. Au fil de notre exploration, plus nous avancions dans la pyramide, plus les choses devenaient étranges. Chambres scellées, fréquences bourdonnantes. Un exploit architectural, une vraie ossature. Qui est plus ancien que l'Égypte elle-même, et un dépôt de basalte qui ne s'ouvrira que lorsque les cieux s'aligneront. Pour ériger des pyramides d'une telle ampleur, il devait créer toute une infrastructure, et nous en avons trouvé la trace.
Ce n'est pas juste une histoire de tombeau, cela bouleverse l'Égypte ancienne et peut-être l'histoire humaine. Un puits secret que nul ne devait trouver. Tout a débuté par une anomalie au scan. Les scientifiques de Scan Pyramids, grâce à la tomographie muonique qui suit les particules cosmiques pour cartographier les structures denses, ont découvert une cavité sous la grande pyramide de Gizeh. Ils pensèrent d'abord à une erreur, mais de nombreux scans de l'université de Nagoya et du commissariat à l'énergie atomique l'ont confirmé. Un puits vertical, caché juste sous ce monument ancien. Lorsque vous recherchez des découvertes archéologiques, absolument tout ce qui est trouvé à l'intérieur de la pyramide constitue une véritable grande découverte. Une cavité inhabituelle, parfaitement droite, descendant sur plus de 9 mètres, s'élargissant en une chambre. Cela n'était absolument pas documenté dans les archives égyptiennes ou architecturales, et ce seul fait a bouleversé le monde de l'égyptologie. C'est une ancienne race de terriens qui a construit cela, ou bien les Anunnaki, ceux qui sont tombés du ciel sur la terre. Quelque chose qui produit à un niveau du fond de l'océan, à 2 km de la surface du désert, je ne sais pas. Ce sont les mêmes gars qui ont ensuite fait sortir les esclaves d'Égypte, leur ont donné la manne céleste et les 10 commandements. Ou bien cela vient-il des profondeurs des âges, avant nous, avant nos ancêtres, avant Homo sapiens? Cela montre à quel point nous ignorons encore beaucoup de choses sur ce morceau de gaz solidifié sur lequel nous vivons. Et la Luna tourne autour de son axe en même temps qu'elle fait le tour de la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons jamais cet autre côté. Sans la Luna, la vie sur Terre n'aurait sans doute jamais existé. Pourquoi? Et la Luna stabilise-t-elle l'inclinaison de l'axe de la Terre? Les mystères de la Luna sont vraiment stupéfiants. Selon la légende sumérienne, la planète Tiamat, la mère des eaux, qui tournait autour du Soleil, s'est brisée sous l'impact d'une collision. Nibiru, qui est venu de l'espace, a produit 2 parties. 99% de la masse, c'est la Terre, et environ 1% de la masse, c'est maintenant la Luna. Et Nibiru, qui venait de l'espace lointain après l'impact, a changé de trajectoire et s'est retrouvé piégé dans le système solaire. Je ne sais pas s'ils ont aimé cet endroit ou non. Mais c'était il y a 4,5 millions d'années, et je soupçonne que personne qui était sur Nibiru à cette époque n'a survécu à cette histoire. Donc il n'y a personne à qui demander. Vous allez dire, en quoi cela me concerne-t-il, ce qui s'est passé il y a 4,5 millions d'années? Et je vous répondrai que vous avez raison. Si cela ne vous intéresse pas, alors j'ai bien peur que cela ne vous intéresse pas. Il y a encore beaucoup de choses qui rendent notre vie pleine, dynamique, chaque jour un jour nouveau. Découverte. Il me semble qu'il n'y a que 2 types de personnes. Les uns, au départ, disons-le intelligemment, intellectuellement curieux, et puis il y a les passants, eh bien, laissons les passants passer. Ils ne m'intéressent pas, et encore moins leur avis. D'ailleurs, vous allez me demander à propos de quoi? Et je vous répondrai, à propos de rien du tout, l'avis des passants ne m'intéresse pas. Mon livre Capitalisme sans teint reste disponible encore une semaine. J'ai dit que je l'enlèverais avant le 31 décembre, mais nous avons soudain découvert que la note de bas de page, le lien sous ma vidéo, ne fonctionnait pas. On m'a dit que ça arrivait parfois, moi-même je n'y comprends rien. Elle fonctionnait puis soudain, elle a commencé à rediriger vers la mauvaise page. Beaucoup sont allés là-bas, ont essayé, mais n'ont pas reçu le livre. Eh bien, je m'excuse pour cela. Et encore une semaine jusqu'au 10 janvier, donc il sera là-bas déjà avec le bon lien. Donc le livre est gratuit et en bonus, il y aura de courtes vidéos avec mes programmes vidéo de 10 minutes. La feuille de route vers la liberté sera aussi envoyée gratuitement. Et après le 10, je mettrai un autre livre, À la recherche de Hugues. Eh bien, on verra ensuite. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y et téléchargez-le, ça vaut la peine d'être lu, ce sera amusant et il me semble très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, au revoir, la suite arrive.